Un traître mot. Ils ne risquent pas de déraper, eux, ils sont le verglas. Philippe Muret, Festivus Festivus. Chapitre 1. Verbalisation. Maxence sentit sa cuisse vibrer, tira son portable de sa poche, hésita un instant. Il ne connaissait pas ce numéro, mais c'était un préfixe en 01. Alors il se dit que ce n'était probablement ni une erreur, ni un appel surtaxé. Il se dit même que c'était peut-être important. Il se leva, tourna le bouton des enceintes, réduisit brusquement au silence le saxophone endiablé de John Coltrane. « Monsieur Baudry, permettez-moi de me présenter. Je suis Maëva, votre conseillère privilégiée. Connaissez-vous Gamma, notre société d'émancipation numérique ? Votre hébergeur Sigma m'informe que vous venez de créer votre site internet, et je vous en félicite. Afin d'offrir à votre domaine toute la visibilité qu'il mérite, j'ai le plaisir de vous présenter nos tout nouveaux packs. Ils vous permettront d'optimiser votre référencement sur Google, Bing et Yahoo, et sur la quasi-totalité des moteurs de recherche alternatifs. La veille, Maxence avait mis en ligne son propre blog, afin de rassembler ses différentes publications universitaires. Depuis 4 ans, il enseignait la littérature à Paris 3. À cause de la vétusté du site de Censier, la faculté de la Sorbonne Nouvelle allait bientôt déménager dans les locaux flambant neufs du nouveau campus de Nation, au cœur du 12e arrondissement. Mais le jeune professeur savait qu'il regretterait un jour le parfum original et libertaire qui flottait à l'intérieur de ces salles délabrées et vaguement amiantées de cette petite université post-68arde. Discrète et confidentielle, elle était venue se nicher quelque part entre la grande galerie de l'Évolution et la grande mosquée de Paris, quelque part entre le paisible café maure de l'édifice islamique et les bistrots tapageurs de la rue Mouffetard, où la bière coulait à flots après les cours. Avec ses professeurs étrangers, ses étudiantes voilées ou bien militantes LGBT, l'université de Paris 3 était l'illustration vivante et fourmillante de l'inestimable richesse de la diversité. C'était une formule que Maxence trouvait affreusement kitsch et rebattue. Mais il fallait bien admettre qu'elle allait comme un gant à cette faculté mondialiste et gauchisante où il prenait un plaisir fou à enseigner. D'ailleurs, il y jouissait déjà d'une très solide réputation, malgré ses 30 ans, étant considéré par ses étudiants comme un professeur hors pair et un excellent vulgarisateur des théories littéraires les plus ardues. Cagne de lettres modernes au lycée Louis-le-Grand, école normale supérieure, agrégation externe, thèse brillamment soutenue et intitulée « L'impossible silence de Maurice Blanchot », rien ne manquait au cursus honorum de cet enseignant surdoué, sinon ce blog universitaire qui allait lui permettre de donner plus de visibilité à ses nombreux articles disséminés ici ou là sur la toile ou dans des revues à comité de lecture. Grâce à notre pack découverte, poursuivit la télévendeuse d'une voix fondante et sirupeuse, nous vous offrons les 4 mots-clés de votre choix, ceux qui selon vous définissent de manière optimale le contenu de votre site. Lorsqu'un de ces 4 mots privatifs sera saisi par un internaute à l'occasion d'une recherche, vous apparaîtrez automatiquement en première page et serez ainsi accessible à une plus large communauté. Seriez-vous intéressé par notre offre exclusive ? Madame, la page internet que j'ai publiée ne poursuit aucun but commercial. C'est une page de pure critique littéraire. Je ne ressens pas nécessairement le besoin d'être accessible à une plus large communauté, mais je vous remercie de votre proposition. Je ne manquerai pas de vous contacter si je change d'avis. 90% des utilisateurs qui nous ont fait confiance sont exactement dans votre cas, cher monsieur. La grande majorité des blogs que nous référençons diffusent du contenu loisir, ludique ou artistique.
Je vous propose donc de partir sur notre nouveau pack découverte, à la fois intuitif et qualitatif. Laissez-moi vous présenter notre offre. Il soupira, jeta un œil à sa montre, se dit qu'il avait le temps, qu'après tout ce n'était peut-être pas une mauvaise idée. Au fond, Maxence était un jeune homme poli. Très bien, c'est entendu, je vous écoute. Félicitations, monsieur Baudry. Vous venez de souscrire un abonnement d'1 an à notre pack découverte, exceptionnellement à 49 € par mois pendant les 3 premiers mois, puis au tarif habituel et préférentiel de 99 € par mensualité. Je vous confirme que le premier paiement a bien été accepté par votre banque, paiement effectué avec la même carte utilisée sur la plateforme de notre partenaire hébergeur Sigma. Sachez que vous aurez la possibilité de résilier votre forfait à tout moment, au terme de la première année d'engagement. Mais je suis certaine que vos nouveaux services vous donneront entière satisfaction. Par ailleurs, l'ensemble des termes du contrat sont accessibles sur notre application, que je vous invite à télécharger pour une meilleure prise en main des nombreuses options de référencement offertes par votre pack. Elle avait récité sa partition de façon mécanique et faussement enthousiaste, comme un robot à qui on aurait appris à contrefaire l'exaltation humaine. Résilier à tout moment, au terme de la première année d'engagement, répéta Maxence avec un air sidéré qui tranchait avec sa nonchalance habituelle. Vous plaisantez, madame? Je n'ai signé aucun contrat. Je vous ai simplement laissé la possibilité de m'en dire un peu plus. Cher monsieur Baudry, expliqua-t-elle d'une voix désormais visqueuse comme la bave d'un reptile, vous venez de me déclarer « Très bien, c'est entendu ». Cette validation vocale, enregistrée par nos services téléphoniques, est confiée en temps réel à la société Lambda, notre partenaire privilégié d'homologation verbale, a désormais valeur juridique et contractuelle selon la loi numéro 2021-287 ratifiant l'ordonnance numéro 198 portant réforme du droit des contrats tel qu'il est défini par les articles 1101, 1111 du Code civil. Au nom de la société Gamma, permettez-moi de vous souhaiter une excellente fin de journée et une excellente... Madame, s'écria le professeur en esquivant la formule de politesse terminale violemment assénée. J'admets en effet avoir prononcé ces mots, mais seulement pour vous permettre de me présenter vos offres. Non pas pour... De vous souhaiter une excellente fin de journée et une excellente navigation sur la toile, insista la télévendeuse avec un ton brusquement dur comme l'acier, tranchant comme une lame de rasoir. Vous êtes absolument stupéfiante. Vous savez que vous vous comportez comme une délinquante armée du Code civil. Êtes-vous rémunérée à la prime? Êtes-vous fière de vous et des méthodes de votre entreprise? On se plaint des Roms qui nous font les poches dans le métro à l'heure de pointe, mais alors vous, c'est encore pire. Vous avez l'art de l'extorsion à grande échelle, bien à l'abri derrière un obscur article de loi passé inaperçu et totalement inconnu du commun des mortels. Il dit tout cela d'une traite, d'une voix chevrotante et enflammée, avec la rage désespérée d'un animal pris dans un filet et qui tente en vain de se dégager. À l'autre bout du fil, il n'eut pour toute réponse qu'une vague et lointaine respiration. Un instant, il crut même entendre la téléconseillère ricaner, mais il n'en était pas du tout certain. « Allô, vous m'entendez, madame? Est-ce que vous m'entendez » Il ne parvenait pas à interpréter son silence, ce long silence pesant qui contrastait avec l'implacable mécanique verbale dont chaque rouage paraissait avoir été savamment ajusté. Il sentait pourtant qu'elle était encore là, de l'autre côté, l'oreille aux aguets, tel un fauve d'une nouvelle espèce, tapi à l'intérieur d'un box minuscule, qu'il visualisait désormais. Le box était là, sous ses yeux, comme surgi du silence. Car c'était bien son silence à elle qui avait donné à Maxence la possibilité de le voir, ce box minuscule, et de la voir, elle, avec son visage nébuleux sorti du néant comme un mauvais rêve. Il l'imaginait avec un sourire cruel, dans l'ombre d'une petite pièce aveugle et insonorisée, dans une de ces boîtes dont les conseillers téléphoniques jaillissent tels des diables,
lorsqu'ils ont reniflé une proie naïve. Elle n'était rien d'autre qu'un sourire et un silence, semblables au chat de Cheshire d'Alice au pays des merveilles. Elle n'était rien pour lui, rien qu'une image lointaine, rien qu'un mirage obscur. Mais elle avait eu sur lui un pouvoir surprenant, un pouvoir d'un nouveau type. Elle avait d'abord fait vibrer sa cuisse, puis elle avait eu le pouvoir de faire trembler sa voix, et maintenant c'était son cœur qu'elle était parvenue à faire cogner dans sa poitrine et battre de colère. Au terme de ces quelques secondes relativement inquiétantes, Maxence entendit un petit chuchotement, puis l'appel fut interrompu. Il glissa son smartphone dans la poche de son pantalon, secoua la tête, regretta d'avoir répondu, se dit que les mots qu'on prononçait coûtaient désormais très cher. Il fit plusieurs fois le tour de son salon, ouvrit et referma une fenêtre, rangea des livres et des bibelots sur une table. Quand il était nerveux, il agençait les objets de manière parfaitement géométrique, apaisant son esprit à coups d'angles droits et de lignes parallèles. Une fois qu'il eut exécuté ces gestes domestiques, au puissant effet sédatif, il tenta vaguement de se convaincre que ce malheureux coup de téléphone aurait certainement des conséquences heureuses, que ce n'était pas forcément une mauvaise chose, que son blog attirerait un plus grand nombre de lecteurs, même s'il savait au fond que ses travaux sur Maurice Blanchot, Renaud Camus ou Julien Gracq avaient peu de chances d'intéresser une plus large communauté. Amor fati, déclama-t-il finalement, avec un accent tragique un peu forcé, tout en augmentant le volume des enceintes qui firent crisser dans l'immeuble le saxo infernal de Coltrane. Parmi tout un arsenal de maximes plus ou moins fatalistes qu'il fourbissait régulièrement, il aimait dégainer cette sentence quand l'occasion s'offrait à lui d'éprouver l'infaillibilité de sa foi dans son propre destin et dans ce flegme impavide qu'il surestimait légèrement. Comme une formule magique, elle lui permettait de vite tourner la page. Le lendemain, Maxence se connecta à sa banque en ligne après avoir cherché ses identifiants un long moment et constata que son compte courant avait été effectivement débité d'une première mensualité au bénéfice de la société Gamma. Mais une semaine plus tard, une nouvelle autrement coûteuse et alarmante allait tomber. En ouvrant distraitement sa boîte aux lettres ce matin-là, il rentrait tranquillement chez lui après un cours lumineux qu'il avait insolemment intitulé « Maurice Blanchot, proférateur du silence ». Le professeur laissa choir une petite enveloppe sur le carrelage nervuré du hall de son immeuble. Il ramassa la lettre, déchira un coin avec sa clé, déplia un courrier à l'aspect officiel. Il émanait des services de la préfecture de police. À l'attention de Maxence Baudry, domicilié au 97 rue Monge à Paris. Monsieur, à la suite de la conversation téléphonique enregistrée et homologuée le 4 avril à 15h07 par la société de captation Lambda, partenaire commercial de la société d'optimisation numérique Gamma, dont le siège social est situé au 44 rue de Bercy à Paris, nos services ayant constaté l'infraction caractérisée ci-après, veuillez prendre connaissance de votre verbalisation pour préjugé racial à caractère homophobe. L'amende contraventionnelle forfaitaire d'un montant de 456 € sera directement prélevé sur votre compte courant bancaire de référence auprès du Trésor public, comme le prévoit l'article 131-12 du Code pénal, etc. Maxence éclata d'un petit rire nerveux, se persuada qu'il s'agissait d'une erreur, tenta finalement de rassembler ses pensées. Alors, saisi d'un léger vertige, il s'adossa contre le mur marbré où serpentaient quelques veines noires, et il demeura dans cette position une longue minute, dans un état de stupeur profonde. Il venait de se rappeler la scène, de se rappeler ses malheureux propos sur les Roms dans le métro à l'heure de pointe,
que la rage d'avoir été abusé lui avait fait tenir bien malgré lui. Il se revoyait distinctement, le portable en main, en train de pester contre la télévendeuse qui s'était brusquement murée dans un silence qu'il avait eu du mal à comprendre sur le moment, qu'il n'était pas arrivé à interpréter. Maxence secoua la tête, rangea le pli dans la poche de son pantalon. « Décidément, ce coup de fil m'aura coûté cher », fit-il en montant les escaliers. En toutes circonstances, la solution la meilleure était de ne jamais répondre au téléphone, de ne strictement jamais répondre. Ce furent ses dernières considérations, tandis qu'il ouvrait la porte de son grand appartement traversant et qu'il s'enfermait chez lui à double tour.